Voilà, ça c'est la tenue qu'on m'a mise pour m'amener au cimetière de Ngonba le 21 février 2008 entre 2h et 3h du matin. Et ça c'est... Vous voyez vous-même l'état de ces habits là. Ça c'est le pantalon de cette tenue. Et tel que vous l'avez vu, l'état dans lequel il est, c'est comme si on a retiré d'un corps pour pouvoir me mettre dedans. Et quand je suis allé chez... Ça c'est la chaîne. C'est la seule chose, c'est l'une des deux choses qui ne sont pas authentiques. C'est une chaîne comme ça. On m'a mis au pied. Exactement comme ça, avec un cadenas comme celui-ci. On m'a mis au pied pendant 21 jours. Serré, les pieds joints. Ça aussi, c'est pas authentique, mais les autres sont authentiques. Ça, c'est exactement un bandeau rouge avec lequel on m'a bandé les yeux pour que je ne puisse pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est les sandales que les gardiens de la forêt, c'est-à-dire les gardiens qui sont au cimetière de Ngonba, quand je suis allé taper à leur porte, comme j'étais nu-pied, ils m'ont remis ces sandalettes et c'est avec ça que je suis allé jusqu'au Cameroun. Ça, c'est mon ami Bourmassou, chez qui je me suis rendu, j'ai raconté ça précédemment. C'est lui qui m'a donné ça pour me cacher afin d'évoluer, de marcher du rond-point de Walia au fleuve Ngeli. Okay. Et voilà grosso modo la tenue dans laquelle on m'a mis. Et on m'a fait installer entre les deux tombes. On a tiré en visant. Et pourquoi vous avez gardé? J'ai gardé un souvenir parce que quand j'étais allé chez un parent dont je vous ai parlé, il a arraché tout ça et il m'a donné une autre tenue. Une tenue béninoise. Vous voyez les grands boubous béninoises là, grands boubous béninois là. C'est avec ça que j'ai traversé le fleuve. Donc, il a précieusement gardé. Précieusement gardé. J'étais surpris quand j'étais revenu, il m'a apporté ça. J'étais surpris, j'étais même ému. Et lui-même, il s'est mis à pleurer encore de nouveau. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire au sujet de cette tenue de mort qu'on m'a mis, de cette chaîne, du genre de cette chaîne qu'on m'a mis au pied, du cadenas qu'on a mis pour pour joindre mon pied. Et puis le reste, c'est les sandales que les gardiens du cimetière et de la forêt m'ont donné. La casquette de mon ami Bourmassou. Voilà. Votre itinéraire, nous sommes déjà à Garoua, mais bien avant cela, à Maroua, que vous donniez quelques précisions. Les militaires qui vous ont arrêté le dimanche 3 février 2008, combien étaient-ils et comment étaient-ils habillés? Mais ils avaient tous des chèches et habillés en saharien, c'est-à-dire la tenue militaire des gardes nomades. Certains sont
habillés en tenue treillis, tous armés. Donc 7 dans la carrosserie, je crois, si je ne me trompe, et puis 2 dans la cabine, avec le chauffeur. Et voilà le détail important que j'ai dû omettre. Mais une fois à Maroua, comme je l'ai dit, j'ai eu contact avec Jean-Paul Terga, directeur de publication d'Afrique et Éducation, qui m'a... Vous savez que dans la vie d'un homme comme moi, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des arrestations, etc., la mémoire est vive, alerte. Donc il y a des numéros qu'on n'oublie jamais dans sa vie. Alors j'ai utilisé, j'ai appelé monsieur Jean-Paul Terga pour lui dire que je suis hors portée pour l'instant du Tchad. Mais je suis encore en danger et une fois en lieu sûr, je vais le rappeler. Donc je l'ai rappelé, il m'a dicté quelques questions comme interview. Je me suis donné une semaine pour répondre à ces questions-là. Et on a convenu avec lui aussi que je ne me présente aux autorités camerounaises que quand le journal paraît. Donc le journal a paru le 1er mars 2008. Et ce jour-là, je prends un clando. Puis je suis allé au domicile du gouverneur. Arrivé devant la porte, j'ai téléphoné à un autre neveu pour lui dire que je suis à la résidence du gouverneur. Il est venu, il m'a trouvé devant le portail et il leur a parlé en fulfulde. On nous a laissé rentrer, mais il n'a pas décliné mon identité. On nous a laissé entrer. Nous sommes allés à l'entrée principale de la résidence. C'est madame le gouverneur qui est sortie, et je l'ai salué poliment. Elle me dit, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? J'ai dit, je suis venu voir le gouverneur. Elle me dit, à quel sujet? Il est occupé avec quelqu'un dedans. J'ai dit, je m'appelle Yorongar. Elle dit, quoi? Quoi? Yorongar? Oui, c'est moi Yorongar. Elle crie, elle court, elle va au salon. Elle dit à son mari, Yorongar est dehors. Son mari dit, Yorongar qui est mort depuis là, il est vivant ou être dehors. Ça c'est un escroc, un escroc qui s'est mis dans la peau de Yorongar et qu'il faut faire attention. Donc le petit frère de Madame Gouverneur est venu me regarder encore dévisagé, il m'a salué longuement, il dit, c'est Yorongar. Il repart, il dit à monsieur le gouverneur que c'est bien Yorongar. C'est bien Yorongar. C'est vraiment bien Yorongar. Donc, le gouverneur est obligé de sortir. Et comme je me suis fait porter mon passeport ordinaire, N'Djamena, j'ai réussi à me faire porter mon passeport. J'ai sorti mon passeport. Je l'ai mis entre les mains. Ngar le dit, Koji, Yorongar, c'est vrai que c'est lui, Yorongar. Le type s'est mis à pleurer. À chaque coup, les gens pleurent. Il dit, Inch'Allah, Dieu. Décroche son téléphone, il appelle le ministre de l'Intérieur à Yaoundé, ensuite la présidence. La présidence a donné des instructions fermes en disant Yorongar est ingérable. Donc vous allez le loger, vous renforcer
la sécurité autour de votre résidence. Au besoin même, vous le logez dans une chambre contiguë à la vôtre. Demain, on lui envoie l'avion pour l'amener. Et le ministre de l'Intérieur de lui dire, monsieur le gouverneur, vous avez du pain sur la planche. Si un seul cheveu de Yorongar est touché, vous êtes responsable. Il y a des tueurs à sa trousse. Donc, en échangeant le téléphone avec Jean-Paul Tedgar, les Français m'ont localisé au Nord Cameroun, à travers ma voix. Et c'est comme ça qu'ils nous ont mis sur table d'écoute, nous deux, pour écouter nos conversations. Donc, le lendemain, on fait venir de Kousséri le chef d'antenne de HCR. On a mobilisé tout ce qui est force à Maroua, gendarmerie et autres. Le gouverneur me donne un costume, plus un grand boubou, 3 pièces. Il m'a donné 3 sortes de grands boubous, plus un costume, plus des souliers, alors que j'étais complètement démuni, je redeviens un beau garçon. Hein? Et je me suis mis dans le grand boubou, il m'a appris comment on attache les chèches, etc. Et il m'a dit, regarde, Dieu t'a sauvé, qu'il t'accompagne. Et puis il s'est mis à pleurer. J'ai tapé sur ses épaules, j'ai dit, arrête de pleurer parce que tu risques de me faire pleurer. Je l'ai tutoyé directement. J'ai dit, tu risques de me faire pleurer, donc arrête. Il dit, je suis ému. Donc, on s'ébranle. C'est pas lui qui nous a accompagnés, mais c'est son adjoint. À bord d'une Toyota bizarre comme ça, je crois que c'est blindé peut-être. Des militaires devant, des militaires derrière. Je suis devenu chef de l'État. Jusqu'à l'aéroport, on a vidé l'aéroport, vidé le salon d'honneur. Je me suis retrouvé tout seul avec mes 2 neveux qui étaient avec moi, que j'ai fait venir à la résidence du gouverneur. L'avion est arrivé, escorté jusqu'à l'avion, et je suis parti. Il y a un détail important. Un Mundang qui travaille à l'aéroport se renseigne, on lui dit que c'est Yorongar. Il téléphone à Kebzabo qui se trouvait à Douala ou à Yaoundé, je ne sais pas, que Yorongar est là. Il lui dit, ah, tu me le passes. Il veut s'approcher, les militaires ont failli le bousculer, lui donner un coup de crosse. Je lui ai dit, non, tu lui dis que j'arrive à... Tu marques son numéro de téléphone, arrivé à Yaoundé, je vais l'appeler. Et j'entre dans l'avion. La responsable de HCR là voyait que dans l'avion, comme c'est un avion de ligne, il y a beaucoup de passagers, on me met en première rangée. Elle me cache. Elle fait barrage pour que je ne sois pas atteint d'une balle quelque part. Elle me voit en train d'être allumé par quelqu'un. Jusqu'à Garoua, on a fait escale, et puis de Garoua, on est arrivé à Yaoundé. Mais l'aéroport était pris d'assaut par l'armée. Pris d'assaut par l'armée. Et escorté jusqu'à l'hôtel, l'unique hôtel 5 étoiles de Hilton de Yaoundé, dans un appartement présidentiel. Donc moi je dors dans la chambre
les militaires qui sont chargés de ma protection dorment et dans le couloir et dans le salon. Quand je descends pour manger, j'ai honte parce que c'est encadré, armé jusqu'aux dents. Je ne peux même pas me déplacer sans que ces gens-là, au moins une dizaine, une quinzaine, m'entourent. Je mange sous surveillance. Et le jour de mon départ, 4 agents de l'ANS débarquent à l'hôtel. Ils exigent être logés sur le même palier que moi, sur le même étage, dans le même couloir. Donc les gens de la réception trouvaient bizarre, quelqu'un a couru, il est venu me dire, il me dit, Ronga, il y a 4 Tchadiens qui ne déclinent pas leur identité, qui mettent seulement gouvernement tchadien, tous les 4, et qui exigent être logés sur le même palier que toi, je viens te prévenir. J'ai appelé le chef de protection, là, je lui ai dit, tu lui répètes ce que tu viens de me dire. Il lui a répété là, un moment, tous les responsables de la sécurité de Yaoundé ont débarqué, mais c'était une démonstration de force. Et le soir, on me sort par un petit couloir, des escaliers pour m'amener dans la voiture et on s'ébranle, tin-ton, vers l'aéroport. À l'aéroport, on a vidé aussi le salon. On a fait monter tout le monde. On a évacué l'aéroport, les grandes salles des passagers là, et tout seul comme ça, escorté par les militaires jusqu'à l'avion. Au lieu que l'avion aille directement à Paris, on me met dans l'avion qui passe par Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce que l'aéroport était envahi par la presse. Des centaines et des centaines de journalistes à l'aéroport, en train de m'attendre. Donc ils veulent les décourager pour qu'il n'y ait pas autant d'éclat. Donc on m'a fait passer par Bruxelles. On a même fait exprès de me mettre dans l'avion quelques heures plus tard. Mais malgré ça, à l'arrivée, il y avait des militaires. Donc, le chef de protocole des affaires étrangères qui est allé me chercher me propose d'éviter la presse, passer par une porte dérobée. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça aux journalistes. Ils m'ont soutenu, je vais leur dire quelques mots. Oui, avant le mot à la presse, combien de temps vous avez mis à Yaoundé? J'ai mis 3 jours. Hein. Je crois que c'est 3 jours. Et en dehors des responsables de la sécurité, est-ce que vous avez rencontré le président Paul Biya? Non. D'autres autorités? Non, mais tu sais, le chef d'État, les chefs d'État ont des chats à fouetter. S'il me reçoit, Déby va se fâcher, donc il est exclu. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Monsieur Ange Félix Patassé, avec lequel on est à tuer à toi, une fois devenu chef de l'État, je cherche à le voir, il a fui. Il dit qu'il ne me reçoit pas parce que Déby va se fâcher. Et finalement, c'est Déby qui l'a fait partir. Donc, les chefs d'État ont des règles qu'ils respectent. Donc, il ne peut pas me recevoir un opposant de mon envergure. Mais l'ambassadeur de France est venu me voir. L'ambassadeur de France est venu me voir, il me dit, Monsieur Ronga, profitez de votre séjour, on va vous donner une maison avec secrétariat, une secrétaire, vous serez bien, et c'est comme ça que je suis parti. Et j'arrive à l'aéroport donc.
la presse. J'étais surpris de voir des micros braqués, mais des dizaines et des dizaines de journalistes en train de braquer leur micro. J'embrasse mes enfants qui sont venus me voir. On ne me laisse même pas le temps d'embrasser mes enfants. J'ai dit, mais laissez-moi quand même embrasser mes enfants. Je me mets à votre disposition. Donc, après, j'ai répondu à quelques questions et j'ai déclaré que Ibni est mort. Ibni est bel et bien mort. Je l'ai dit déjà dans l'interview avec Jean-Paul Telga. Personne ne croyait, même les journalistes ne croyaient pas. Personne. Ça fait 2 ans et quelques mois, enfin, ça fait 3 ans. 3 ans aujourd'hui. Si on l'a caché quelque part, qu'on le sorte. Qu'on le sorte. Donc, c'est ainsi que, bon, on ne s'est pas entendu parce que les gens voulaient que je reste en exil en France pour coller la paix à Déby. Moi, j'ai dit, je vais rentrer pour le marquer à la culotte. Alors, justement, beaucoup craignaient, M. Young, attendez, beaucoup craignaient votre arrestation une fois revenu au pays. Et lorsque vous avez dit que vous allez rentrer, on ne s'y attendait pas parce que peu de temps s'était écoulé depuis l'attaque d'N'Djamena. Mais vous avez décidé quand même de rentrer. Mais je n'ai rien à me reprocher. Pour marquer Déby à la culotte, ça signifie quoi? Ben, marquer quelqu'un à la culotte, c'est comme un opposant, c'est rester tel que j'étais, tel que je fus. Donc, je ne changerai pas d'un iota la ligne de conduite que j'avais adoptée face à lui. Même s'il tente de me tuer, il n'a pas réussi, Dieu m'a sauvé, Dieu me sauvera toujours. Donc, quand je suis rentré, vous avez vu, je ne sais pas si vous étiez là à l'aéroport, mais toute la presse locale était à l'aéroport. Je me suis fait accompagner par une collègue parlementaire, une sénateur, Madame Boumedienne, au nom de l'Union interparlementaire de Genève, donc, qui a financé son déplacement. Donc, toutes les garanties, Déby ne pouvait pas m'arrêter, même si Bachar tempêtait, s'agitait, c'est lui normalement qui devrait aller en prison. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Bachar, Alami, des gens qui ont fait des déclarations sur les antennes ou des déclarations dans les journaux. J'ai fait la coupure des journaux, je vais les traduire devant la justice. Je vais les traduire. Et je vais traduire aussi l'ambassadeur de France devant la justice. Devant quelle justice? La justice devant la justice française. Moi je ne poursuis pas ces gens-là devant la justice tchadienne. Vous avez vu ce qui est arrivé aux femmes qui sont allées pour déposer une motion de censure, une motion de protestation à l'ambassade de France quand j'étais élu en 2001. On les a charcutés, ils ont porté plainte contre les gens qui les ont charcutés. Ça a abouti où? Moi, porter plainte ici? Non. Mais autant vous... autant vous dénoncez le soutien du gouvernement français à M. Déby, qui est votre opposant, autant vous avez confiance en la justice française. Mais en France, c'est différent, hein? C'est complètement différent. Déby en sait quelque chose. Déby, Sassou Nguesso, Bongo ont porté plainte contre Verschave, le président de Survie. Et on m'a appelé sur le brancard parce que je perdais l'usage de mes 2 jambes à l'époque. Sur le brancard, j'ai témoigné, ils ont perdu. Ils ont fait appel, ils ont perdu. Et ils voulaient faire saisir la Cour de cassation. Chirac leur a dit, avec Yorongar, vous ne gagnerez pas, arrêtez. Et
Bongo était le premier à dire moi je ne poursuis plus. Sassou aussi a dit je retire ma plainte. Et Déby est obligé de retirer sa plainte. Donc malgré que Chirac les a assurés que Verschav allait être condamné, il n'a pas été condamné, c'est eux qui ont été condamnés aux dépens, parce qu'ils ont perdu. Alors, M. Yoronga donc a décidé de couper court à son séjour en fait européen pour venir au Tchad porter le président Déby à la culotte. Marquer le président Déby à la culotte, c'est ce que vous avez fait. Alors, nous allons revenir, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais nous revenons au motif de votre arrestation. Il semblerait que vous avez été contacté par M. Koulamala, qui était le porte-parole de l'UFR, comme quoi si la rébellion arrivait à faire partie du président Déby, c'est vous qui devez être choisi comme président de transition. Non, mais si je devrais être choisi comme président de transition, il n'allait pas s'entendre pour perdre le pouvoir. Ils se sont pas entendus sur leur choix entre eux-mêmes. Combien de fois moi, le civil qui suis ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 7 jours du 3 février, j'ai reçu un mail de Koulamala qui me demande mon curriculum vitae, que j'ai produit d'ailleurs dans le livre. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi il me demande mon curriculum vitae? J'ai demandé à un militant qui est aux États-Unis de lui répondre. Moi, je ne réponds pas. Donc, quelques jours après, j'ai dit, il faut que je lui pose la question. J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes mon curriculum vitae? Et il répond en disant, leurs amis, c'est leurs amis qui ont demandé mon curriculum vitae. On s'était arrêté là. Or, le message que j'ai reçu qui demande mon curriculum vitae, ma réponse, mon action en direction de mon militant aux États-Unis, mon interpellation à Koulamala, sa réponse, le système d'écoute et d'écoute de l'armée française a réuni tout ça pour aller remettre à Déby. Et l'ambassadeur l'a déclaré, j'ai publié sa déclaration, que c'est l'armée française qui a réuni toutes nos conversations, toutes nos communications pour remettre à Déby. C'est la raison pour laquelle on nous arrête. Vous pourriez lire le passage, c'est Jeune Afrique qui a rapporté, moi j'ai plaqué tel quel. Et vous savez pourquoi on a ramené M. Fouché ici? Tout simplement pour éviter que je le poursuive en France. Mais je le poursuivrai. Même mort, il sera jugé. Même mort, il sera jugé. S'il n'est pas condamné pour pénalement, il sera condamné civilement. Il ne faut pas que les gens se trompent. On l'amène, on le ramène pour qu'il ne soit pas, qu'il ait une immunité, il faut attendre. Mais moi, je ne mourrai pas, je vais rester pour voir son procès. Alors, M. Yoronga, de 2001, est-ce que